Monsieur le Président, Madame la Ministre, il y a 10 jours finissait la COP16 pour la biodiversité dans l'indifférence générale. Entre-temps, la plus grande puissance du monde élisait à sa tête un homme pour qui le réchauffement climatique est un canular et l'environnement un non-sujet. C'est dans ce contexte que la COP29 pour le climat a débuté, pendant laquelle les puissances du monde doivent s'accorder sur le sujet de la finance climatique, là où elles ont échoué pour la biodiversité. La COP se déroule sous la présidence d'un État pétrolier, une dictature où règne la répression et la corruption et où parler d'environnement vous vaut la prison, de quoi discréditer la nécessaire coopération internationale. Les catastrophes climatiques, les terribles inondations à Valence, au Sahel, en France, dans le Nord-Pas-de-Calais que vous connaissez bien, nous rappellent pourtant assez bien l'urgence d'agir. Or, en Europe, nombreux sont ceux qui veulent la mort du pacte vert. En France, la biodiversité est en constant déclin. Nous attendons un engagement fort. 1 an après la présentation de la planification écologique, votre budget semble acté d'un renoncement. Et pourtant, le 5 septembre dernier, Monsieur le Premier ministre se prévalait du concept de dette écologique lors de sa prise de fonction. Stratégie, c'est bien, des moyens, c'est mieux. Je rappelle que vous proposez de réduire le fonds vert de 1,5 milliard, que les crédits de la stratégie nationale pour la biodiversité sont divisés par 2, que le fonds chaleur est revu à la baisse, que 70% des crédits pour la transition écologique dans le volet agricole sont supprimés. Je ne parle pas du plan Haie que nous aurons l'occasion d'évoquer, des postes qui sont supprimés ou qui sont menacés à l'OFB, à l'ONF, à l'ADEME, dans les agences de l'eau et des crédits affectés à la transition énergétique qui connaissent une baisse drastique. Mettez les moyens et soyez cohérents dans vos propos et dans vos actions. Le week-end passé, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a une nouvelle fois fustigé les enseignants. Ils seraient trop nombreux et leur temps de travail se réduirait, je cite, à 24 heures hebdomadaires, 6 mois par an. Dans un monde où les vérités alternatives progressent, j'y reviendrai, cette affirmation relèverait de l'ironie si la situation de l'école de la République n'était pas aussi catastrophique. Mais souvenons-nous, en 2007, sous sa présidence, les RGPP, certains y étaient, supprimaient 80 000 postes en 5 ans dans la seule éducation nationale. La formation des maîtres était également frappée par la fermeture des IUFM. Moins de postes, affaiblissement de la formation, notre école en paye aujourd'hui encore le prix. Pourtant, nos enseignants poursuivent leur engagement sans faille au service de notre jeunesse. Et contrairement aux chiffres factuellement faux qui ont été diffusés, ils travaillent en moyenne 43 heures par semaine, parfois 50 heures pour les plus jeunes, dans des classes surchargées. Enfin, ils sont frappés de paupérisation. Ils touchaient dans les années 80 3 fois le SMIC en début de carrière, ils sont à 1,2 aujourd'hui. Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous avez trop tardé à réagir à ces propos. Désormais, qu'envisagez-vous afin de protéger les enseignants de ce type de diatribe mensongère qui dégrade leurs conditions de travail, détériore leurs liens avec la société et abîme aussi l'école de la République? La priorité des priorités, c'est d'abord d'avoir un professeur devant chaque élève. Or, aujourd'hui, 15 millions d'heures de cours ne sont pas dispensées dans notre pays et l'annonce de l'acte 2 du choc des savoirs a été faite alors que l'acte 1 n'a même pas été évalué et que 4 000 postes seront supprimés. Enfin, sur le fond, durant la crise Covid, les agents de la fonction publique étaient loués pour leur abnégation. Ils seront encore en première ligne demain pour redresser notre pays face à la crise économique et budgétaire qui va frapper. Et ils méritent mieux que les clichés éculés, à l'heure même où, je ne sais pas s'il est là, le ministre de la fonction publique, dans une forme de trumpisme à la française, n'a rien trouvé de plus judicieux ce matin que de s'acoquiner avec Elon Musk dans un challenge méprisant et provocateur sur Twitter à leur endroit. Nous leur devons de la considération et reconnaître leur rôle et leur travail dans la parole comme dans l'action politique. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Partenariat avec les collectivités territoriales et de la décentralisation. En mai 2024, à la demande du Président de la République, le rapport Woerth rendait ses conclusions et confortait le département qui devait, selon lui, être reconnu comme la strate des solidarités et de la résilience des territoires. Malgré cette prise de conscience du rôle central joué par les départements, ceux-ci subissent une asphyxie budgétaire insoutenable. Selon un rapport de la Cour des comptes d'octobre 2023, les départements sont en effet l'échelon de collectivité territoriale le plus soumis aux fluctuations économiques, avec des ressources financières les plus instables. Ainsi, avec la crise du marché immobilier, les départements ont vu baisser leurs principales ressources, les droits de mutation à titre onéreux, de 20% l'an dernier. Confrontés à une situation financière qui est profondément dégradée, les départements font donc face à un réel risque systémique majeur. Leur financement apparaît complètement déconnecté des compétences qu'ils exercent et qui ne tient pas compte non plus de leur démographie. Les départements font face à une forte augmentation des dépenses liées à la dépense sociale,
Selon l'Audace, en 2023, la dépense nette d'action sociale départementale a augmenté de 5,2 %. Ils doivent également faire face au financement des décisions prises par l'État, le Ségur, l'évolution du point d'indice, la CNRACL, etc., sans compensation financière adéquate. Aussi, face à cette augmentation des dépenses qu'ils ne peuvent contrôler et dépourvus d'un levier fiscal pour accroître leurs recettes, le rôle des départements en tant qu'acteurs clés de la justice sociale et de la résilience territoriale est gravement compromis. Et alors que la situation est déjà critique, avec un croisement des courbes dépenses-recettes, le PLF 2025 vient rajouter un coup de rabot intolérable, et ce, sans aucun dialogue ni concertation préalable. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous répondre aux cris d'alarme de l'ADF et comment éviter que certains départements soient mis sous tutelle ou en cessation de paiement ?